Je vois ainsi l'intelligence artificielle générative comme une promesse pour notre futur. C'est vrai qu'à ses débuts, on a allié l'intelligence artificielle avec la menace. C'est dû notamment à une mauvaise gestion, puisqu'on n'a pas pris en compte cet engouement imprévu, voire soudain, de l'intelligence artificielle. Et pour moi, ça demeure une promesse dans les années à venir, puisque ça correspond à un réel gain de temps, et surtout l'intelligence artificielle permettra de réaliser des tâches répétitives voire ennuyeuse. Et cependant, pour faire de l'intelligence artificielle un collaborateur augmenté, il est nécessaire de garder un œil sur cet outil et de mettre en place des réglementations afin de limiter les dérives de l'intelligence artificielle. Alors, je suis assez nuancé quant à la perception de l'intelligence artificielle générative, puisque, effectivement, je pense que c'est une promesse. Mais c'est une promesse qui reste à améliorer compte tenu de toutes les menaces liées à cette intelligence artificielle. On peut notamment penser au deepfake, mais aussi à la possibilité de retoucher des photos, des vidéos, des fins malveillantes, et également à la possible désinformation liée à cette intelligence artificielle. J'ai pas d'expérience directe avec l'intelligence artificielle générative, mais j'ai un ami qui est passionné d'histoire et qui s'amuse, grâce à l'IA générative justement, à reconstituer des visages de personnages historiques. Et les résultats sont assez impressionnants, enfin il y en a beaucoup, ça s'est déjà vu dans la presse. Et donc on voit bien que l'intelligence artificielle générative, c'est une nouvelle manière aussi de rendre vivant l'histoire, d'apprendre, d'appréhender le passé, donc ça peut être aussi un super outil de ce point de vue-là. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Sandrine Bonjour. Berkopek, Group Bonjour. Head of Digital and Data HR, et Pascal Delatorre, Deputy Group Chief Information Officer. Là où on va pouvoir rebondir directement sur ce qui était dit avant, c'est ce qui m'avait frappé dans la préparation de cette interview, c'est aussi, comme chez Orange, cette volonté d'aller vite. C'est vraiment ce qui m'avait frappé en vous entendant. Et j'ai l'impression que par certains aspects, vous rejoignez et il faut peut-être avancer prudemment, mais il faut y aller. Alors effectivement, on était excités par la sortie de cette nouvelle technologie en novembre 2022 autour de ChatGPT. Pour autant, c'est important de mettre le risque sous contrôle, de protéger en fait ce qu'on appelle le patrimoine informationnel de l'entreprise. Donc on a essayé de réagir rapidement en sortant notre propre plateforme qu'on appelle Veolia Secure GPT sur notre environnement dédié, sécurisé, et de manière à mettre à disposition à l'ensemble des collaborateurs, puisque la plateforme aujourd'hui est ouverte à l'ensemble des collaborateurs, des services de base. Ceux qui sont proposés sur le mode conversationnel et aussi sur le mode de chargement de PDF pour faire en fait un certain nombre de requêtes dedans, sur de la donnée non persistante, de manière à pouvoir rendre le service à l'utilisateur. De cette façon, et en communiquant assez rapidement, on pense qu'on a pu limiter le risque en fait, de voir en fait un certain nombre d'informations plus ou moins sensibles être chargé en fait sur ChatGPT, la version publique. Aujourd'hui, on est plutôt content puisqu'on a à peu près 35 000 collaborateurs dits col blanc et on a plus de 10 000 personnes connectées à l'échelle du mondial sur cette plateforme. On est un groupe de 220 000 personnes avec plus de 80% de col bleu. Donc on adresse plutôt pas mal le sujet et ça rejoint une des statistiques qui a été montrée juste avant. On parlait de 30% de gens qui utilisent peu ou prou par jour en fait ce ChatGPT. Donc on est plutôt aligné avec ça du coup. Comment est-ce que vous déployez vraiment l'IA générative au sein de l'organisation? Quelles sont vraiment les règles que vous vous êtes fixées? Je ne sais pas qui veut... Alors, je vais poursuivre. Il y a deux choses à rappeler. La première chose, c'est que GenAI, l'intelligence artificielle générative, c'est trois composantes. C'est de la data, c'est de la compute, ça a été rappelé avant, et puis ce sont des algorithmes, les fameux LLM, les Large Language Models. Alors chez Veolia, on avait pris le parti en 2016-2017 de partir rapidement dans le cloud pour pouvoir adresser à l'échelle des collaborateurs Veolia un certain nombre de services. On est très content de l'avoir fait parce qu'en fait, ça répond à la question de la partie compute. Dans le même temps, on a lancé aussi un programme qu'on a appelé Data for Business qui a eu pour vocation à structurer les données d'entreprise. On en a beaucoup qui sortent de nos usines, etc. Donc l'idée, c'était de pouvoir avoir cette donnée structurée et en même temps cette capacité de calcul. Il manquait les algorithmes. Ils sont là par le biais de Generative AI. Donc, en fait, on peut maintenant allier les deux et tirer bénéfice de ça. Le second point, la révolution de GenAI, elle n'est pas du tout technologique. Ça a été rappelé avant. L'intelligence artificielle, elle est partout dans les entreprises, ça fait des dizaines d'années.
C'est le cas chez Veolia, où on a pu développer un certain nombre d'algorithmes de machine learning pour traiter en fait un certain nombre de fonctions en back-office sur des dérives énergétiques dans nos usines, etc., etc. Donc en fait, elle est plus centrée sur les usages. Et le biais par lequel on déploie GenAI, elle se concentre sur à peu près 2 fonctions. Un autour de ce qu'on appelle l'employé augmenté, et l'autre partie qui va toucher le monde des opérations et de nos clients. Et sur l'employé augmenté, ça tourne autour donc de la plateforme dont je viens de parler. Oui. Ça tourne autour de toute la suite collaborative dans nos tâches de tous les jours. Comment je peux optimiser quand je reçois 300 mails, que je reviens de vacances. Je voudrais juste une synthèse, c'est fantastique, je l'ai. Est-ce que tu peux me caler le prochain rendez-vous puis me faire à la volée quelques slides? Bon, c'est intéressant. Et puis, ça va être sur toutes les fonctions back-office qui ont été aussi citées, les fonctions RH, les fonctions finance. Donc, on a une étroite collaboration avec le monde de nos éditeurs. On a encore visité certains en début de semaine pour voir un petit peu comment on allait adresser ce sujet-là de façon coordonnée. Donc ça, c'est important pour nous. Et puis, j'allais dire, même dans le monde de la cybersécurité, qui est aussi un monde très important pour nous, pour protéger nos assets. Et donc, sur le monde du customer et des operations, on a aussi beaucoup de choses, mais quand même beaucoup sur les cols blancs. Et je finirai sur cette question-là par dire, attention aussi, ça va être un coût. Alors on reviendra sur le coût de l'environnement et tout, mais un coût financier. Et la question qui va être posée, c'est de se dire, très bien, productivité, mais quel est l'équilibre entre les coûts que nos éditeurs ne vont pas manquer de nous demander, supplémentaires, et en fait la valeur que ça apporte. Et ça, on serait très attaché aussi à cette question-là. Comment est-ce qu'on accompagne cette transformation quand on a une population majoritairement composée de cols bleus? Alors je fais juste l'intro de cette question et je passe la parole à Alexandre. On a pas mal échangé avec NetExplo d'ailleurs là-dessus, et il y a une étude McKinsey qui donne un indicateur plutôt intéressant, qui est de dire 70% des impacts GenAI vont se concentrer sur 4 fonctions de l'entreprise, que sont vente et marketing, la relation client, recherche et développement, et le monde de ce qu'on appelle software engineering, c'est tout le développement qui nous touche nous directement au niveau de l'IT. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, parce que c'est là-dessus qu'on va avoir tendance à faire un focus. Et donc par rapport à notre population, la Veolia, donc on est 220 000, comme on disait tout à l'heure, on a 35 000 cols blancs, et quand on inclut tous les office workers, on arrive à 55 000. Donc le terrain est vaste. Et vaste. Voilà. Donc, et après, si on revient plus au col bleu à proprement parler, donc c'est 80% de de la workforce. Et donc là, très clairement aujourd'hui, ils ne sont pas encore vraiment impactés, mais ça va le devenir. Et il y a des premiers use cases là, que l'on voit, notamment autour de la maintenance, cette complémentarité homme-machine, comment derrière je peux dialoguer avec un agent conversationnel, on va dire intelligent. Donc on a ce type de choses autour des pompes, etc. Et derrière, il y a aussi tout le sujet de la pénibilité. En quoi ça peut être une opportunité aussi pour améliorer ce sujet-là dans les métiers. Et après, par rapport à cette workforce de col bleu, c'est comment on les accompagne. Il faut bien leur donner les bases. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de fractures, on va dire, numériques qui se creusent davantage. Donc voilà, donc tout ce côté accompagnement, formation, leur donner les moyens de comprendre, leur donner les clés de lecture. Donc ça, c'est vraiment important pour nous là aujourd'hui. Au-delà des cols bleus, au niveau du groupe dans son ensemble, le sujet de l'accompagnement, de la formation, vous l'avez pris aussi assez vite en main? En fait, on se parlait de la notion de vitesse, de temps. Plus on acculture vite, plus les collaborateurs sont conscients des biais, des impacts, des risques. Donc ça, c'est clé pour nous. Tout va très vite. Et quelque part, on apprend tous en marchant. Donc à un moment donné, il faut y aller. Et donc après, on a deux angles pour la formation. Une qui est plutôt autour des impacts et des risques. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a la notion de confidentialité, d'éthique, il y a le fake. Donc voilà, comment derrière, notre DG qui fait des vidéos, on se dit, tiens, il ne faudrait pas que ce soit réutilisé et qu'on prenne voilà, dans une vidéo la DG avec voilà, ce type d'un fake qui pourrait être fait concrètement. Donc sensibiliser sur tous ces aspects-là. Et après plutôt la partie opportunité. Qu'est-ce que cette nouvelle techno peuvent nous apporter très concrètement? Éveiller la curiosité. Se dire typiquement en quoi ça peut m'aider dans mon quotidien, en quoi je peux gagner du temps et de la valeur, de la qualité. Donc c'est vraiment tous ces sujets-là qu'on va aborder. Et nous, chez Veolia, vraiment, les 3 enjeux majeurs sont autour de la décarbonation, la dépollution, la régénération des ressources. Donc comment on peut être plus innovant
dans tous nos métiers, garder cet avantage concurrentiel qu'on a aujourd'hui. Et voilà, et donc il faut explorer, on est dans l'exploration aujourd'hui. Donc donner ce goût d'explorer à nos collaborateurs. Alors justement, sur la dimension ESG de l'IA générative, quelle est votre philosophie ? Alors sur la partie environnementale, déjà dire qu'on n'a pas attendu d'avoir GenAI pour se soucier de cette partie-là, de par juste notre métier. C'est la première chose. Et ce sont des cycles technologiques. Donc c'est vrai pour GenAI, c'était vrai quand on a parlé de la blockchain, c'était vrai avec le métavers dont on n'entend plus parler, c'était vrai avec le cloud quand c'est sorti, on se dit encore des data centers, etc. Bon. Donc cette question-là, on se l'est posée. Elle demeure pour GenAI, ça c'est sûr. Notre pari de partir dans le cloud a aussi apporté une forme de vertu, quoi qu'on en dise. Parce que je cite juste un indicateur sur l'efficacité énergétique des data centers à l'échelle des géants de la tech versus à l'échelle d'un data center privé n'est pas du tout le même. Pas du tout le même. Donc ça, il faut le préciser. Et on a aussi l'opportunité de plus en plus, avec les géants de la tech, de faire tourner certains services dans des régions qu'on peut choisir, qui ont des vertus énergétiques. Par exemple, si j'ai juste besoin de faire tourner un LLM et de me dire j'ai besoin de compute et de stockage, je peux très bien aller choisir une région en Finlande où on sait que l'énergie est plutôt verte. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si on parle de GenAI, il faut parler de chiffres en fait. De temps en temps, ça éclaire un petit peu la lanterne de tout le monde plutôt que de penser à des choses où ce sont pures incantations. Donc j'ai vu la merveilleuse exposition de photos, un LLM de type Imagen. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous lui demandez de vous générer un chat qui fait du vélo, pour peu que c'est un intérêt, c'est l'équivalent en fait du chargement d'un smartphone complètement. Si vous parlez de ChatGPT 3, juste la partie entraînement, je ne parle pas de la partie usage ou inférence. Ça a nécessité bien évidemment des heures d'entraînement qui sont équivalentes à peu près à ce qu'on dit 136 allers-retours Paris-New York pour entraîner le modèle 3 de ChatGPT. D'accord, donc on peut se dire waouh, mais si vous mettez ça à l'échelle de Meta, si vous mettez ça à l'échelle des autres technologies, oui, c'est vrai. Donc, on ne va pas l'éviter, donc il faut le mettre aussi sous contrôle. Et donc, en fait, en ayant dit ça, il faut aussi remettre ça, j'allais dire, dans un cadre qui est intéressant, c'est de dire, en fait, GenAI aussi, c'est 0,01% des émissions par rapport à l'ensemble des modèles, quand vous savez que ce qu'on appelle les TIC, les technologies de l'information et des communications, on est entre 2 et 4%, et c'est équivalent au maritime et à l'aérien. Donc, il faut juste remettre les choses à leur place. Par rapport à Veolia, ce qu'on fait, donc je vous le dis, on a des choix de partenaires qui sont forts. Et donc, on a fait des choix de partenaires qui, on sont rentrés dans des 100%, j'allais dire, énergie renouvelable. C'était le cas en 2017 avec un de nos partenaires que je ne vais pas citer. Donc ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'en fait, ils ont fait des achats malins en termes d'énergie. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, on n'a absolument pas vocation à développer nous-mêmes nos propres modèles. D'accord ? Il y a une foultitude de modèles qui sortent sans arrêt tous les jours. Encore des annonces hier sur un modèle très puissant qui est mis à disposition sur le marché. Gemini pour ne pas le citer. Donc on n'a pas vocation à le faire. On n'est pas une software company du tout. C'est plutôt une société qui va intégrer pour le bénéfice de nos opérations. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à rappeler. Et puis, j'allais dire, encore une fois, la vertu en fait et nos choix technologiques de par le passé nous permettent en fait de minimiser en fait ces impacts-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en soucier. Il y en a effectivement des impacts, mais on est obligé de suivre le train et c'est plutôt une approche en mode risque et en mode damage control plutôt que de se dire de toute façon je vais mettre la tête dans le sable et GenAI après moi. Ça ne marchera pas comme ça. On va arriver bientôt au bout de cette interview. Quelles sont à l'un et l'autre vos visions, vos convictions fortes sur l'IA générative aujourd'hui ? Sandrine ? En tant que RH, je vais parler au nom de la RH. Typiquement, donc, IA, productivité, performance, très bien. Nous, on a envie d'aller un cran plus loin et de se dire finalement, il y a toute cette notion d'accompagnement. Au-delà de faire la montée en compétences de nos collaborateurs, il y a comment créer de la cohésion sur nos valeurs. Et on se dit, les RH ont un rôle à jouer à ce niveau-là, de se dire comment il y a l'homme, il y a la machine, etc. Comment tout va très vite, donc comment j'apporte du lien, comment j'apporte de la cohésion. Donc voilà, renforcer ce côté quelque part social. Et donc ça pour nous c'est clé. Donc chez Veolia on a développé toute une politique autour du care.
Et donc, dans cette perspective-là, on veut profiter de cette opportunité pour aller encore un cran plus loin. Ça permet de se challenger aussi en tant que RH. Et l'IA va nous y aider, parce que quelque part, en gagnant du temps sur nos propres processus, ça va nous libérer du temps pour accompagner davantage. Voilà. Donc, non, vraiment, j'irais cette notion de care, de retour. Tout à l'heure, on parlait d'esprit critique. Oui. Et par rapport aux jeunes, donc typiquement, il y a un rôle à jouer à ce niveau-là, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, complémentarité homme-machine, mais aussi interaction entre hommes et humains. Enfin, voilà, de jouer vraiment sur toutes ces dimensions-là. Voilà, donc c'est... puis après, bien évidemment, l'impact social sur les emplois, ça, on le sait. Mais après, c'est plutôt voir quelles opportunités, quels nouveaux jobs également sont créés et comment on peut accompagner cette transformation. Pascal ? Moi, je crois fondamentalement ce genre de technologie dans un monde qu'est le nôtre chez Veolia, où on a, encore une fois, 80% de col bleu. Donc des mondes, du monde de l'opération, de la pénibilité parfois. Et imaginez quelqu'un qui répare en fait des pompes à eau dans une usine de traitement, dans des conditions parfois compliquées, difficiles. Ce genre de technologie pour les aider, les accompagner, parce que j'aime bien le terme copilot ou duet, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est un accompagnement dans la vie de tous les jours de nos employés. Et en ce sens-là, je pense que ça va vraiment les aider. On a déjà énormément de cas d'usage en tête pour ces gens-là. La réparation, de les aider à, au lieu de regarder des manuels de réparation d'une pompe à eau qui font 400 pages, juste de lui dire, tu peux me dire en fait la pièce là est défectueuse, comment je peux faire en fait pour la réparer, et puis si tu peux au passage me la commander avec notre fournisseur habituel, c'est pas mal non plus. Voilà, ce genre d'exemples tout simples, mais qui vont simplifier la vie de nos opérateurs sur le terrain. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à tous les deux. Dernière séquence dans un instant avec les dirigeants de Safran, mais d'abord, écoutons aussi une dernière fois ces étudiants de l'ESCP.